Viggo Mortensen. Viggo, vous êtes un homme de parole. Il y a moins de 2 ans, quand on vous a accueilli pour Green Book, vous nous aviez confié en coulisses du Forum des Images, n'est-ce pas Claude? Claude est directeur du Forum des Images. Bonjour. Et vous nous aviez dit, j'ai un projet de film, mon propre film, et quand il sera prêt, je reviendrai le présenter ici. Vous avez tenu votre promesse. Nous vous remercions pour ça. Merci. Merci pour l'inviter notre film. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Claude, je crois que tu avais quelques mots à Non, adresser. je voulais remercier infiniment Allociné, bien sûr, Monsieur Mortensen. Voilà. Merci infiniment. C'était un plaisir de vous accueillir ici il y a 2 ans. C'est un plaisir de vous accueillir encore maintenant, et peut-être même une 3e fois, parce qu'on a la chance d'avoir un artiste total ce soir. C'est quelque chose qui me fait chaud au cœur au Forum des Images. Quelqu'un dont vous connaissez la carrière d'acteur, quelqu'un dont vous découvrez le talent comme réalisateur, mais est-ce que vous savez, oui, vous le savez sans doute, c'est un grand peintre aussi. Si vous avez vu ce film avec Michael Douglas, moi c'est la première fois que je vous ai vu à l'image, ce film avec Michael Douglas, je sais que c'est vous qui tenez le pinceau. C'est un monsieur qui écrit, qui est un poète, donc quelqu'un qui s'intéresse à tout, qui s'intéresse à tous et à toutes. Rien que pour ça, c'est un infini honneur que de vous avoir ce soir. Merci. Merci. Votre premier film est une œuvre très personnelle, mais au message universel. Quelle est la genèse de votre projet de premier film, justement? Bon, la raison pour laquelle c'est mon début, cette histoire, c'est parce que j'ai finalement trouvé l'argent pour tourner cette histoire. J'avais essayé plusieurs fois avec des autres scénarios, aussi avec le scénario pour Falling 2 fois, sans trouver l'argent suffisant pour tourner. Mais la raison pour cette histoire, c'est quelque chose que j'ai écrit, j'ai commencé à écrire après la mort de ma mère. Je voulais explorer ce que je ressens pour elle. Et puis j'ai pensé à mon père aussi, mon enfance, mon adolescence, l'enfance de mes frères. C'est pour ça que c'est dédicacé à eux. Charles et Walter. Et, ben c'est une famille fictive, c'est inventé, mais il y a quelque chose qui vient de notre vie, de notre famille. Je voulais explorer mes souvenirs. Je sais que les souvenirs sont subjectifs, qu'on essaie toujours de contrôler le passé d'une certaine façon. Tout le monde fait ça pour être à l'aise dans le présent. Mais c'est intéressant quand même d'explorer, même si on sait que les souvenirs sont peu fiables. Je voulais faire ça et penser à la communication, la manque de communication de temps en temps, les fissures dans n'importe quelle famille, les conflits, la polarisation de temps en temps, comme dans cette famille. Et
c'était ça. C'était pour ça que je voulais raconter cette histoire. Mais vous, de tenir un des rôles principaux, d'interpréter le fils du père, c'est imposé assez rapidement ou c'est venu par la suite? Vous aviez peut-être des idées même d'acteurs en tête? Non, au début, c'était pas l'idée. J'ai cherché, pour commencer, je cherchais l'acteur pour Willis. C'était Lance Henriksen. Je voulais, c'était le premier candidat. Et il a heureusement dit que oui. Mais puis on a perdu de l'argent, on n'a pas pu tourner. J'ai essayé avec un autre scénario, une autre histoire. C'est tombé aussi. Je n'ai pas pu faire ce film. Et puis 2 ans après, j'ai essayé une dernière fois, la dernière fois, et j'ai téléphoné à Lance pour savoir s'il était toujours intéressé au rôle, participer dans cette histoire. Et il a dit, "Hi Diego, how are you doing? I'm good. I have some good news. Well, for me it's good news. I wanna try to make this movie again. Est-ce que tu veux participer?" Et il y avait une longue pause. Il a dit, okay. Je dis, "What's the long pause about?" Il a dit, "Ouais, ça va être difficile. Je sais que je vais explorer mes souvenirs aussi de mon enfance. Et ça a été un peu compliqué, je vais t'expliquer. De temps en temps, je peux te raconter quelque chose." Bon, 1 an, j'ai travaillé avec lui, on a travaillé avec son personnage, le scénario, on est devenus des bons amis. Il m'a raconté plein de choses terribles de son enfance. Il est grandi dans la rue de New York. 2 pères qui étaient un peu alcoolisés et difficiles. Il était analphabète jusqu'aux 30 ans. Pas allé à l'école, pas vraiment. Et il a eu une enfance difficile, compliquée. Ça a nourri le rôle qu'il a tenu, ça a nourri sa propre expérience. Oui, il a dit, bon, je sais que je vais explorer ça. Des souvenirs difficiles pour bien faire. Parce que je veux te donner un travail honnête et sincère. Et ça va être difficile pour moi un peu. Mais ce qu'il a fait, je trouve, même sans savoir ça, tous les détails de son enfance, je trouve que c'est un travail subtil, complexe. C'est génial, vraiment, et très courageux, son travail dans ce film. Et je pense que c'est une interprétation qui va être... on va se souvenir de ce travail longtemps. Je ne sais pas s'il va recevoir des prix, ni des nominations, tout ça, on ne sait jamais. Mais je sais qu'on va se souvenir de la performance de Lance Henriksen. Elle est assez incroyable. Je vais laisser la parole un petit peu à notre audience, nos spectateurs. Vous avez des micros qui vont un peu circuler. Alors on demande juste à la personne qui a une question d'aller récupérer le micro directement à la personne qui les tient, pour des raisons de contraintes sanitaires. Alors, allez-y, ne soyez pas timides. Nous avons une question ici. Dans le générique, vous remerciez Agnès Varda. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous remerciez Agnès Varda dans le in the credits? Agnès et sa fille Rosalie. Bon, c'était les gens que ce sont des lieux où on a tourné, ou des gens qui ont
lu le scénario ou qui m'ont aidé d'une certaine façon, comme David Olofen, le réalisateur, il est aussi là, parce qu'il a lu une version ancienne du scénario. Et ce sont des gens qui m'ont aidé directement à faire ce film. Et Agnès Varda, je l'ai connue parce qu'on était dans le même vol de Marrakech à Paris, avec le festival de Marrakech. Et j'allais justement faire la promotion à Paris de Green Book à l'époque. Et c'était peu avant sa mort. Mais ce vol de 3 heures, je crois que c'était, on a beaucoup parlé de tout. Du cinéma, de la vie, de la mort, du recyclage, de tout un peu. Et il m'a parlé ouvertement de sa maladie, ce qui se passait avec elle. Et je lui ai dit que j'allais faire un film. J'allais essayer de faire ce film. Et elle m'avait dit une chose. Elle a utilisé les mots juste pour me dire, pour décrire ce que j'avais pensé comme spectateur toute ma vie. C'est que, comme spectateur, je n'aime pas que le metteur en scène, ni le compositeur, ni les acteurs, ni les scénaristes me disent ce que je dois penser, ce que je dois ressentir. Je veux, si la mise en scène est bonne au début, si ça m'intéresse, je veux participer comme spectateur à raconter. Je veux que le film, s'il m'intéresse, devienne mon film. Pas le film du réalisateur. Mais je savais comment. Je ne savais pas comment expliquer ça. Elle a dit simplement, il ne faut pas montrer des choses. Il ne faut pas montrer des choses. Il faut créer dans le spectateur, en fonction de la qualité de ce que tu racontes, l'envie de voir eux-mêmes quelque chose. Mais il ne faut pas montrer. C'était juste ça. C'était une belle conversation, c'est pour ça. Une autre question? Bonsoir. Bonsoir. C'est votre premier film, c'était pas trop compliqué d'être à la fois réalisateur, scénariste, acteur, compositeur. Comment ça s'est passé pour vous? C'est compliqué de faire tout ça. Bon, c'était un projet personnel, j'étais le seul producteur depuis longtemps. Et on a commencé à tourner 1 an avant, parce que je savais que j'allais utiliser des images du printemps, de l'été, de l'automne. Et je voulais faire ça avant le tournage principal. Et j'avais envie de connaître mieux le photographe, de travailler avec lui, avec Carol Spear, production designer, que je connaissais de son travail avec David Cronenberg. J'avais fait 3 films avec lui et avec elle. Et on a commencé à tourner avant d'avoir l'argent pour faire le film, vraiment. On a trouvé la ferme, on a trouvé tous les endroits où on s'est tourné. Et en ce moment-là, j'étais le seul à faire ce film. J'étais le chargé, le producteur. Et j'avais beaucoup de temps, parce que j'ai dû attendre quelques années pour faire ce film. Et j'avais déjà pensé à la musique, j'avais pensé à beaucoup. C'était un cas spécial, je crois. Je ne sais pas si le prochain film, je vais faire tout ça. Mais c'est sûr que je vais préparer le film bien avant.
beaucoup avant de tourner, parce que c'est ça que j'ai appris des meilleurs réalisateurs, entre eux. Cronenberg, Jane Campion, David Elfman, Matt Ross, Pete Farley, ils sont tous différents, leur style, mais une chose qu'ils ont fait tous, c'est de préparer bien avant tout ce qu'on va faire. Et l'autre chose que j'ai appris d'eux, c'est d'écouter l'équipe, les acteurs, d'être ouvert tout le temps, jusqu'à la fin, aux questions, aux suggestions. Et c'était un cas spécial, je crois que j'ai fait tout ça. On dit de vous sur les tournages, vous êtes toujours intéressé à la manière dont les choses se faisaient, se passaient, que ce soit au niveau technique, réalisation, auprès des acteurs. Vous êtes à chaque fois enrichi vous en tant qu'acteur, avec d'autres réalisateurs, enrichi de tout ça. Mais j'aime ça. Avant, comme acteur et puis comme producteur dans quelques films, tout ce qui se passe, le voyage du scénario à l'écran, tout ça m'intéresse. Tout ça m'a toujours intéressé. Et j'ai simplement fait la même chose comme réalisateur. I stick my nose in everybody's business. Et ceux qui ont accepté dans tous les tournages dont j'ai participé, moi j'ai posé beaucoup de questions aux réalisateurs, aux photographes, à tout le monde pour mieux comprendre comment bien faire. Et j'ai fait la même chose avec Falling, sauf la différence c'était qu'on me posait les questions à moi, et tous les jours. Mais c'était bien. J'avais dit le premier jour, avant de faire la première prise, bon, on va faire ce film ensemble, c'est l'idée, et une bonne idée peut arriver de n'importe quelle personne. Et les suggestions, les questions, je veux les avoir, je vais écouter, on va faire ce film ensemble. Ils ont posé beaucoup de questions tous les jours. C'était génial. Et l'autre chose que nous a beaucoup aidé, aux acteurs et à moi comme réalisateur, c'était que l'équipe et les acteurs, ils ont partagé des histoires personnelles. Ils se sont identifiés avec le film, avec l'histoire. Ils ont parlé de choses, de l'histoire de leur famille, de leur passé. Ça nous a aidés. On a ainsi fait une très bonne équipe. Et j'ai vécu la même chose en Espagne, où le film est sorti le 2 octobre. Une situation j'ai répondu aux questions du public, et il y a partout, Valencia, Madrid, Barcelone, Zaragoza, partout, ils ont posé des questions similaires, ils ont partagé des histoires familiales intéressantes, et je vois, c'est encourageant, parce que je comprends que l'histoire a une certaine application universelle pour beaucoup de monde, il me semble. bien sûr, je le disais au début, histoire très personnelle, mais message universel, vraiment. D'autres questions, s'il vous plaît? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, bravo pour ce film, effectivement très intelligent, subtil, doux, enfin voilà, beaucoup de belles choses dans ce film. Et moi, au-delà de l'aspect familial, j'y vois aussi quand même un aspect éminemment politique. Quelques semaines des élections américaines, le timing est parfait, parce qu'on y voit, c'est assez clair, l'affrontement et la confrontation de deux Amériques. L'Amérique, voilà, c'est assez évident entre les deux personnages. Entre le père, c'est rustre, grossier, uneducated,
et le fils progressiste, californien, gay. Voilà, je voulais savoir comment ça vous était venu. Est-ce que c'était le starting point de l'histoire? Est-ce que c'est venu en développant le scénario ou, voilà. Comment l'aspect politique s'est impliqué dans l'histoire? Même quand j'écrivais le scénario, c'était un peu avant l'élection de Trump. Je pensais que, bon, sans penser à Trump, la situation, les conflits dans la société américaine, la polarisation, ça existait, et pas seulement aux États-Unis, partout. C'est une autre pandémie, plus ancienne, qui a existé toujours pour les humains. Mais en ce moment, quand j'ai prévu le scénario, c'était la campagne qui avait commencé avec Trump, et je voyais que ça devenait chaque jour plus polarisé, la société aux États-Unis. Et je voyais comme c'était contagieux, comment ça commençait à avoir lieu en France, en Espagne, partout. Hongrie, Pologne, la polarisation, le manque de la bonne communication, la haine, partout, ouvertement. Et c'est une chose qui existe toujours, c'est clair. Chaque nouvelle génération n'est pas obligée, mais ils ont l'opportunité, le défi de sortir de l'ombre de la génération précédente, de lutter contre, disons, une chose très naturelle contre les êtres humains, c'est le tribalisme, le racisme, la peur de l'autre, la misogynie, tout ça. Mais ça va exister toujours. Le vocabulaire de tout ça, tous ces problèmes, de cette plague, ça va changer, mais ça va toujours exister. Chaque génération doit trouver le bon chemin si c'est possible. Mais non, ça existait, mais je pensais à l'heure de commencer à tourner, Trump était déjà président, et j'ai pensé si c'est pendant l'époque Trump, parce que c'est devenu beaucoup pire, il aime qu'on parle de lui tous les jours, et c'est ça qu'on fait aux États-Unis et dans les autres pays, on parle constamment de lui. Et la polarisation est devenue beaucoup pire. Et c'est le sujet des médias tous les jours. Beaucoup plus que pendant l'époque d'Obama. Et puis j'ai pensé, bon, c'est pas un problème quand on pense à ça, disons, que la famille, dans cette histoire peut être vue comme un miroir, une métaphore, microcosme de ce qui se passe dans la société, généralement. Mais je ne voulais pas qu'on pensait seulement à ça, et tout le temps, quand on voyait le film. Et c'est pour ça que j'ai placé le présent au début de 2009, juste après la première élection d'Obama. Simplement ça. Mais c'est vrai, il y a plein de gens qui ont parlé de ça. En Espagne, aux États-Unis, au Canada, où j'ai parlé avec le public. Ils ont parlé de ça aussi. Une autre question? Par ici. Bonsoir. Et bravo. Je vous demandais, vous avez une longue carrière devant la caméra. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour passer à la réalisation? Est-ce que vous attendiez d'être prêt ou est-ce que vous attendiez d'avoir la bonne idée ou le bon scénario pour passer derrière la caméra? J'ai pas compris.
Elle demandait pourquoi vous aviez attendu si longtemps avant de passer devant la caméra, derrière la caméra, pardon. J'ai pas choisi ça, attendre si longtemps, mais c'était simplement la première fois que j'ai essayé de faire un film d'un autre scénario, un film comme réalisateur. En tant que réalisateur, c'était il y a 24 ans. Mais j'ai pas pu trouver l'argent, simplement. Et j'ai essayé plus de fois avec des autres scénarios, 2 fois avec Froling. C'est pour ça. Mais je crois que si j'avais fait le film il y a 20 ans, mon début en tant que réalisateur, je ne sais pas si j'aurais pu éviter tous les erreurs que j'ai su éviter avec le tournage de Falling. J'ai vécu plus de tournage, j'ai connu des autres, des bons réalisateurs, réalisatrices. J'ai appris à bien préparer un tournage, à bien parler avec l'équipe, tout ça. J'ai appris beaucoup pendant ce temps. J'ai vu beaucoup de cinéma et j'ai vu des choses que j'aimais et des choses que j'aimais pas, de photographie, de montage, d'écriture. Et puis j'ai appris plus. Je pense que créativement, c'est bien. Je ne peux pas changer. C'est comme ça. C'est comme c'est maintenant. Je voulais avant. Oui. Bonsoir. Bravo pour votre film. Très touchant. Merci. Parlez bien près du micro, pardon. pour que Vigo entende bien. Merci. Je ne sais pas si c'est la chose. C'est bien qu'elle passe. Justement, tout le travail que vous avez fait de voir des films, de voir comment c'est monté, voir comment c'est écrit, justement, quelles sont vos inspirations les plus fortes pour ce film? Moi, quand je vois le film, je pense à Bergman. Je ne sais pas si ça vous parle, mais j'ai retrouvé un petit peu de la sensibilité de Fanny Alexandre dans ses enfants, dans cette vision de la jeunesse, dans ce rapport avec les parents. Et je voulais savoir quel film, quelles histoires vous aviez en tête quand vous avez écrit le Falling. Bon, je sais, et je savais à l'heure d'écrire le scénario, d'imaginer le film, que tout ce que j'ai vu comme spectateur depuis l'âge de 3 ans, quand ma mère m'a amené au cinéma la première fois, tous les films que j'ai vus, toutes les expériences que j'ai eues comme acteur, comme producteur, comme musicien, comme éditeur, mais aussi tout ce que j'ai vécu comme personne allait m'influencer à l'heure d'écrire et de tourner et de faire le montage du film. Je le savais, mais je n'étais pas conscient, je ne pensais pas à un certain style, ni Des références cinématographiques. Un film. Oui, c'est vrai qu'un an avant, j'ai commencé à partager avec Marcel Ziskin, le photographe, des images, des photos que j'avais faites et des photos des autres, des peintures, de la peinture et aussi des films. Je dis, si tu veux, tu peux voir 20, 30 films. Je dis, c'est l'idée, un peu le temps, la sensibilité que je cherche. Et puis, la chose la plus importante, c'était le
le fait qu'on a commencé, comme j'avais dit avant, à tourner avant, bien avant le tournage principal, des choses. On était d'accord parce que immédiatement de comment, de framing, la position de la caméra, le genre d'image qu'on cherchait et comment traiter les flashbacks, comment traiter le présent, les différents personnages. On a beaucoup parlé de ça. Et même si on a vu des films, si on a partagé des films, des photos et tout ça, l'idée c'était pas d'imiter personne ni aucun film. C'était simplement ça. La seule chose, comme je dis, que j'ai essayé d'émuler, c'était de bien préparer et d'être ouvert aux questions, aux suggestions. Et l'autre chose que je voulais faire, et je ne sais pas si c'est... Je n'ai pas appris ça, c'est seulement que je voulais faire ça. J'ai fait... Avant, j'avais fait le montage de musique plusieurs fois, et comme éditeur des livres, j'ai fait ce travail jusqu'à la fin. Et j'avais aucun doute que j'allais être chaque seconde du montage là, présente, tout le temps. Jusqu'à la fin, il ne vaut pas la peine, tout ce travail, tout ce temps, pour préparer quelque chose, et puis de laisser entre les mains d'un autre. C'est pas comme ça que j'allais faire le film. Et le prochain film, je ferai exactement la même chose. Mais je ne sais pas si je vais faire tout. Compositeur, tout ça. Je ne sais pas, ça dépend de l'histoire. Il y avait une question pas très bonne. Mais Bergman, c'est pas mal. J'accepte. Vous avez rendu hommage et dédié ce film à vos deux frères, et je me demandais dans quelle mesure vous avez mis de votre histoire, dans quelle mesure c'est autobiographique, et si vous avez eu envie avec ce film de vous réconcilier, de faire d'une certaine manière une déclaration d'amour à votre père, ou pas du tout. Si j'ai réconcilié avec mon père, c'est ça? Non. Si la démarche de votre film était d'une certaine manière une réconciliation avec le père. Yeah. Bon, j'ai pensé beaucoup à lui, mais surtout à ma mère pendant le tournage et le montage. Même si les personnages principaux sont le père et le fils, l'inspiration initiale pour cette histoire, c'était ma mère. Et la femme et la mère dans l'histoire restent, à mon avis, le centre moral, la conscience de l'histoire. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup pensé à mon père. Et quand j'écrivais le scénario, mon père est mort en 2017. C'était juste 2017 quand j'essayais pour la première fois, quand j'ai perdu l'argent, la première fois en folie. Et j'étais tout près de lui. Il est mort, je crois que c'était 2 jours après la cérémonie des Oscars, que j'étais là pour Green Book. Et j'ai presque pas... J'allais pas aller, je voulais rester chez lui, mais immédiatement après la cérémonie, il était mieux. Le jour avant, je suis allé à Los Angeles, mais quand j'ai continué à essayer de trouver l'argent pour le film, et je continuais à parler avec Lance, j'ai fait des choses, mais j'ai commencé à penser beaucoup à lui, et pendant tout le tournage,
Et peut-être il y a une espèce de réconciliation, acceptation, c'est la parole, c'est le mot. L'acceptation de ce qui s'est passé entre nous, et c'est pas la même chose, pas du tout, dans cette histoire. C'est une fiction, c'est un homme très différent, mais c'est vrai qu'il y a des choses, la dynamique mari-femme, la dynamique père-fils, il y a un peu de ça, de ma vie, mais c'est plutôt les flashbacks, dans les flashbacks, les parents au début du film, qui ressemblent un peu à la vie de mes parents ensemble. Oui, j'ai pensé beaucoup à lui, je continue à le faire, je le ferai toute ma vie, c'est sûr, et ma mère aussi. On va prendre une toute dernière question parce que l'heure tourne. Du coup, on vous laisse boire une petite gorgée quand même, pour vous éclaircir la gorge, je vous en prie. On peut continuer, il n'y a pas couvre-feu. C'est pas. On peut profiter et continuer. Oui. Vous êtes très généreux. Allez-y. Bonsoir, bravo pour votre film. Il y a une scène dans laquelle tourne David Cronenberg. Et j'ai trouvé ça assez amusant, le rôle que vous lui avez donné. Rapprochez votre micro. Ah pardon, je parlais de la scène en fait avec David Cronenberg et j'ai trouvé marrant le rôle que vous lui avez donné. Est-ce que vous aussi, vous voyez ça d'une manière amusante? Et est-ce que c'était particulier aussi pour vous d'inverser les rôles, qu'il devienne votre acteur et que vous soyez son réalisateur? Non, on peut le voir comme ça maintenant, mais en ce moment, quand je faisais le casting, j'avais vu des choses qu'il avait fait comme acteur. Il est un bon acteur. Et j'avais pensé sincèrement, ça serait génial, parce que l'âge, son aspect, tout ça, je pensais qu'il allait bien faire ce rôle. Mais je lui ai téléphoné, j'ai dit, ben, j'ai une histoire, je sais que je vais tourner près de toi, dans la province d'Ontario, près de Toronto. Et il y a un rôle, si tu veux lire le scénario, c'est pas un faveur, c'est seulement une opportunité, si ça t'intéresse comme acteur, bien. Et si tu ne veux pas le faire, pas de problème, pas de souci. Et il a lu, il a dit, oh, j'aime beaucoup cette histoire, et je peux faire ce personnage. Quelle couleur, les gants? On commence, ok. Tu es avec nous. Et il est arrivé tôt, bien préparé, très professionnel. Et c'est sûr qu'on tournait au Canada. Et si Cronenberg est une légende en France, au Canada, pour les cinéphiles, il est Dieu. Il est rentré pour travailler, tout le monde était l'équipe. Et puis then he made some stupid jokes and everybody calmed down. Et on a bien travaillé, quelques heures. Il est parti, c'est très bien passé, il a fait du bon travail. Il y aura beaucoup du monde qui ne saura pas que c'est Cronenberg, peut-être, dans le grand public. Mais ceux qui comme toi, qui vont le reconnaître, qui savent que c'est Cronenberg, c'est intéressant, parce qu'on pense à l'orthologue, je ne sais pas, c'est compliqué, ça. Je ne sais pas si je veux avoir son doigt comme encore quand je pense aux images de ce film. Mais c'est une façon de dire merci pour tout ce que j'ai appris de lui, c'est sûr. Mais il a bien fait, il était la première choix comme acteur. Heureusement, il a fait. Ah, de l'autre côté.
d'abord pour le film. Il y a beaucoup d'images de nature, d'animaux, des plans magnifiques. Pourquoi vous avez accordé autant d'importance à la nature? Il y a un lien particulier pour vous avec l'être humain, la vie, le temps qui passe, ces choses-là? Bon, j'aime la nature, mais la raison c'était surtout pour le personnage de Willis. Mais John, même s'il habite dans une grande ville, il a aussi des souvenirs de la nature. Pour Willis, c'est tout. Il n'est pas intéressé au monde. Son monde est là, dans la nature de cet endroit, la ferme. Mais pour John, c'est important aussi, le souvenir de la nature. Et je voulais, pour donner l'impression du temps qui passe, c'est pour ça que je voulais tourner pendant le printemps, l'été et l'automne. On a fait ça. Et pour Willis, c'était très important pour moi. J'ai vu des autres films, des autres pièces de théâtre, où on traite la maladie de la démence, Alzheimer's. Et c'était très important pour moi parce que j'ai vécu très de près le processus de la démence dans ma famille plusieurs fois, avec mes parents, les deux, mon beau-père, mes grands-parents et des autres personnes dans notre famille. Et ce que j'ai vu, c'est que dans les films, aussi les bons films sur cette maladie, normalement, il y a un effort pour montrer le point de vue de ceux qui observent la personne avec cette maladie. Et de temps en temps, on essaie de montrer le monde intérieur, le point de vue de la personne qui souffre de cette maladie. Mais they're always confused. Il y a toujours la confusion, ils sont pas à l'aise avec la situation. Et même si c'est vrai que de temps en temps, spécialement quand on est dans la période de la transition de cette maladie, on peut être nerveux et pas à l'aise, normalement, la confusion, c'est dans ceux qui observent, et pas la personne qui souffre de ça. Pour eux, le présent est différent, simplement. Le présent est dans un autre lieu, avec des autres sons, des autres images. Et je voulais montrer à travers la nature et des sons, travail des sons, entrer dans la tête de Willis, disons, pour montrer qu'il n'y a pas de confusion pour lui. Pour John, pour Sarah, pour les autres, il y a de la confusion. Et quand on pense que les souvenirs sont peu fiables, qui sont beaucoup moins figés qu'on le pense, que la perception est subjective, pourquoi pas? Le présent de Willis vaut tant que la perception, le présent de John, de Sarah. Je voulais montrer ça à travers ces images, la chose importante pour lui. Mais que de temps en temps, c'était seulement avec le son, par exemple. On me demande dans un moment, what day is it? Je dis, c'est vendredi soir pour moi. Les deux mots vendredi soir pour lui, c'est un bar, c'est 1952, et on est avec les copains, on regarde les filles, on a des boissons. Il est complètement là, il n'y a pas de confusion. Il est content, il est là. Il partage avec moi ce qu'il voit, ce qu'il écoute. Ou quand il parle avec sa fille, Sarah, et dans ses yeux, il voit sa femme. Il y a 50 ans.
dans une situation intime, belle situation. Il est très content. Il n'y a pas de confusion. Pas du tout. Pour ça, oui. Et je voulais montrer ça, ces images. Et ces sons. Et c'est aussi le cas dans cette scène avec Sarah. Il n'y a pas des images. Ce sont des sons du lac, des canards, tout ça qu'on écoute à la fin aussi. Un peu la même chose. Parce que c'est le même souvenir. Mais il la voit. On va devoir s'arrêter vis-à-vis du forum des images, j'en suis bien triste, et tout le monde aussi, j'imagine. Oui. Je pense qu'on peut faire une ovation à Rigaud.